Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le 33e épisode de Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Frédéric, Élise, Mehdi et moi-même, Julie, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Ce soir, nous recevons sur le plateau de la radio Cause commune Eva Kadziolka. Pour reprendre les mots d'Eva, elle va partager son parcours de la Pologne à la France et les chemins pas toujours bien tracés à l'avance qu'elle a empruntés pour retrouver sa voie. Entre mathématiques, psychologie et reconversion, on parlera de transition de vie, de doute et surtout d'inspiration. Bonsoir Eva. Bonsoir tout le monde. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Merci pour cette invitation. C'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée et c'était une surprise. Bon, on est très contents que tu sois là avec nous sur le plateau. D'ailleurs, tu nous as ramené des chocolats qui sont originaires à l'origine de Pologne, donc on est très contents aussi. Voilà. Et avant que notre discussion avec toi, Eva, ne commence, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct sur la radio Cause commune. Donc, nous sommes mercredi 28 mai 2025 et qu'il est 22h. Et que vous écoutez donc cette radio sur 93.1 en FM ou bien en DAB+. Donc c'est en Île-de-France pour écouter et partout dans le monde vous pouvez écouter sur le site internet causecommune.fm. Et alors à la réalisation de l'émission ce soir nous avons Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous, belle émission. Alors surtout, chères auditrices et chers auditeurs, n'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Nous écouterons ce que vous avez à nous dire. Vous pouvez poser des questions. Eva et moi-même, nous serons très heureux de vous entendre. Alors pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46 ou alors vous pouvez aussi réagir sur le salon chat de la radio sur le site de la radio causecommune.fm. Vous trouverez en haut un bouton de chat et vous vous laissez guider jusqu'au salon de chemin de traverse. Voilà. Alors Eva, donc tu vas nous raconter ton parcours ce soir. Et alors donc bon, je te connais un petit peu, mais pas non plus beaucoup. Et tu dis sur ton, j'ai vu sur ton profil GitHub sur Internet, dont j'ai mis le lien d'ailleurs sur la page de l'émission, que tu es curieuse et assoiffée de nouveaux défis. Alors effectivement, c'est exactement ce que j'ai vu de toi. J'ai pu voir que tu t'investis beaucoup et que quand tu décides de te lancer dans une aventure, tu vas vraiment, tu es, je dis émerveillé. Donc nous le verrons ce soir. Et donc en fait, je t'ai rencontré sur une conférence sur l'informatique libre. Et donc je t'ai vu très enthousiaste. Et tu avais un sentiment qu'il y avait tellement de choses à découvrir. Oui, c'est vrai. Oui. Donc voilà, et puis donc tu nous as un petit peu raconté ton parcours et donc nous avons voulu donc t'inviter ce soir dans Chemin de traverse. Et donc tu as connu des univers très différents que nous allons voir ce soir. Alors si tu veux, on peut commencer par le début de ton parcours, quand tu étais en Pologne. D'accord, je suis née en Pologne. Oui. En Silésie, c'était l'année de l'état de guerre. L'année de l'état de guerre. D'accord, il y avait la guerre. 81. C'était pas encore de la guerre. C'était pendant presque plus de 2 ans qu'il y avait un régime très strict en Pologne. Du coup, c'était très difficile, vraiment très difficile. C'était Pologne communiste. Ensuite, j'ai habité avec ma grand-mère juste
Dans la même région? Dans la même région, un petit peu plus loin, parce que c'était la campagne. Moi, je suis née dans une grande ville. D'accord. Je voulais pas y vivre. J'ai décidé à 5 ans, non, je ne veux pas. Et du coup, je connais encore cette Pologne communiste avec de queues pour acheter quoi que ce soit. Donc, c'était en Pologne, tu dis, vous faisiez la file d'attente, la queue pour acheter des... Oui, pour acheter quoi que ce soit, vraiment. Peut-être le pain, on pourrait acheter, mais le beurre, la viande, le bonbon... Et là, tu avais dans les 5 ans? J'avais à peu près 50... J'avais presque 9 ans quand le régime communiste a tombé. D'accord. Donc ça, c'était dans les années 80, 85. 89. 89. C'était 89. Et du coup, c'était vraiment une bouffée de chaleur, de liberté. On était, je me rappelle ça comme un enfant. C'était ça se passe. Comment ça s'est passé? Ensuite, l'année d'après, ils ont ouvert les frontières. La première fois, ils ont ouvert les frontières et ma mère, elle m'a dit, il faut qu'on visite un petit peu l'Europe parce qu'on ne sait pas, ils ouvrent la frontière, mais peut-être ils vont refermer. Oui. On ne savait pas. C'était des années folles parce que tout était très cher. Ça passait l'inflation était flagrante et du coup, c'était la première fois qu'on a... j'avais je pense vers 10 ans, qu'on a parti avec ma mère un petit peu visiter l'Europe. C'était une excursion qui était faite. C'était Allemagne, Luxembourg, Belgique, France, Paris ici et Hollande. Et vous étiez en voiture? Non, c'était un voyage qui était organisé. D'accord. Donc, en fait, les personnes autour de toi avaient envie. Oui. Il n'y avait pas que toi et ta maman, quoi. Enfin, non. C'était un voyage organisé. Et c'était vraiment, on s'est dit, parce qu'on ne sait pas si ça va être fermé, on ne pourra plus jamais regarder. Depuis, heureusement, c'était toujours ouvert. Oui. Et du coup, donc, il y avait ces années difficiles. Et donc, comme tu dis, le régime s'est arrêté. Voilà, je ne connais pas très bien l'histoire de la Pologne, désolée. Et donc, tu as senti comme un renouveau, quelque chose que vous allez enfin pouvoir vivre et donc sortir de Pologne et visiter. Comment ça se passe? En fait, pour l'enfance, ça se passe un petit peu différemment parce qu'on sent pas tellement ça. C'était moi j'étais plutôt heureuse parce que mes parents, ma mère, mes grands-parents, ils faisaient tout pour que j'aille tout. Moi j'habitais justement avec ma grand-mère, il y avait une maison, il y avait une pâturage autour, il y avait des moutons, à la campagne. C'était on sentait pas ça. De temps en temps, justement, quand il fallait acheter quelque chose, du coup, moi, j'étais dans une file d'attente et ma grand-mère d'à côté. D'accord. Parce que pour pouvoir acheter les choses nécessaires, parce que tout était non seulement cher, mais il fallait avoir des coupons. D'accord. Exprès pour pouvoir en acheter. Et du jour au lendemain, on pourrait acheter tout. C'était incroyable. Quand on est rentré je me rappelle d'un magasin qui était complètement vide, il y avait rien. Et le jour au lendemain, il y avait tout. On pouvait acheter le sucre. Oh là là, il y a le sucre. Et on peut en acheter autant qu'on veut. Il y avait la farine, il y avait la viande. On pouvait acheter la viande. C'était quelque chose que je me rappelle de ce passage et justement de cette ouverture. Et tu allais à l'école? Oui. Oui, j'allais à l'école. C'était une toute petite école de campagne. J'avais beaucoup de chance parce que bien que c'était toute petite école, on avait très très bon niveau. Et c'est là-bas. Et on n'était pas nombreux. C'était 17 personnes, 17 enfants par classe. C'est un rêve. Ouais. C'est une rêve. Même à l'époque, en Pologne, c'était une rêve. C'était rarement si peu d'enfants.
Et c'est là-bas que j'ai appris vraiment à lire. J'adore. Oui. Lire oui, comme on va voir après. Voilà. Oui. Et je t'ai coupé dans ton élan aussi. Bon, j'ai voulu revenir un peu sur ces années d'enfance, mais tu étais dans ton élan de dire que tu es donc partie en voyage organisé avec un bus, c'est ça que tu as dit? Oui, voilà. C'était un voyage qui était un bureau de voyage qui organisait ça. Et du coup, on est parti un petit peu de voir. Et c'était aussi incroyable parce qu'on a découvert d'autres cultures. Je me rappelle, on est arrivé à Paris. À Paris, c'était un rêve. C'était quelque chose... Ah oui, être à Paris, c'est un rêve. On était une journée à Paris, on voudrait envoyer... Mais pourquoi c'est un rêve? Pourquoi? Parce qu'on rêvait que, justement, c'était toujours dit comme c'est beau, le Paris, qu'on pourrait... Il y a des choses, il y a des musées, il y a des... C'était toute cette... atmosphère aussi. En Pologne, à l'époque, quand j'étais petite, on écoutait beaucoup Edith Piaf. Ok, d'accord. En Pologne, Du coup, ah oui, Edith Piaf, Mireille Mathieu, c'était ça, c'était... Oui, il y avait déjà quelque chose qui attirait, qui faisait... On va voir, voilà, là où le pays d'Edith Piaf, quoi. Voilà, là où ça se passe. C'était un petit peu comme ça. Et quand on est arrivé en Pologne à l'époque, les boîtes à lettres, il était rouge. Nous, on voulait envoyer des lettres justement à mamie, à nos amis, qu'on était à Paris, des petites cartes postales. Et on n'arrivait pas à envoyer parce que ici, les boîtes sont jaunes. Ah. On n'arrivait pas à trouver. On a rigolé, mais c'était comme ça, justement. Mais on a découvert aussi le fait aussi, le petit déjeuner qui était complètement différent. Parce que nous, on mange plutôt salé. On a débarqué dans un hôtel et on nous donne un croissant. Et le reste, c'est où? Le reste, c'est où, oui. Ça m'a déjà donné envie d'y revenir. Et à ma mère aussi. Du coup, quelques années plus tard, 3 ans, je pense que 3 ans plus tard, quand moi j'avais 12-13 ans, elle a décidé justement de venir d'abord elle-même voir. Ça devrait être vraiment court, le petit séjour pour gagner un petit peu l'argent. D'accord, de venir quelques mois peut-être ou quelques mois semaines. De venir, oui. Sans toi? Sans moi, parce que c'était... Toi, tu avais ton école. Moi, j'avais mon école. Ça devrait être seulement pour quelques mois. D'accord. L'histoire de gagner tout petit peu l'argent et revenir. Et ça, je pense que tout le monde qui immigre comme ça, il pense ça. D'accord. On vient pour quelques mois, oui. Oui, et du coup, elle avait rencontré ici quelqu'un, du coup, elle est restée. Et il y avait une question, est-ce que moi je viens avec elle ou pas? Mais j'avais toujours cette école. Là, tu avais quel âge? J'avais 14 ans. D'accord. À peu près 14 ans. Ensuite... c'est pas facile de changer. Hein. De changer. Moi, en plus, je suis tombée malade à l'époque. D'accord. J'avais vers 16 ans, je suis tombée malade, mais ça commençait un petit peu avant. Du coup, c'était pas évident non plus. C'était toujours... oui. Et je pus... rentrer en France que quand j'avais 20 ans, après mon bac, après que tout soit fini, après que j'étais sûre. Oui, j'avais 19 ans, 19 ans, 20 ans. Bah, c'est vrai que c'est une grande question. Hein. Pour y rentrer, du coup, ma mère, elle avait déjà sa vie ici. C'était beaucoup plus sûr de venir. Et donc, toi, tu étais avec ta grand-mère? Moi, j'étais, avec ma grand-mère. Là-bas en Pologne. Toujours dans cette même campagne. Oui. Mais on n'avait plus de moutons parce que ça prenait tout le temps trop de travail. Du coup, mes grands-parents, ça fait longtemps qu'ils l'ont vendu. Mais du coup, on avait un grand jardin. Donc, tu étais avec ta grand-mère et ton grand-père? Oui. Et tu avais d'autres enfants, des cousins?
il y avait un cousin qui habitait juste à côté. D'accord. Comme ça, bien que j'étais enfant unique, on avait juste à côté mon cousin. Voilà, tu avais quelques jeunes à te confronter. C'était des voisins. Oui, voilà, pour te confronter, pour vivre ta famille. Oui. Et c'est comme ça que je suis venue. C'est comme ça que tu es venue en France. En France, voilà. Au bout d'un moment, à 19-20 ans, comment tu as décidé de venir en France? Parce que tu aurais pu continuer à rester finalement en Pologne. Oui, mais il y avait... Premièrement, c'était déjà ma maman, elle était déjà ici. Oui. C'était la première chose. Donc déjà, tu avais envie de la rejoindre? Oui, quand même. Ouais. Deuxième chose, c'était... Encore à l'époque, en Pologne, c'était vraiment difficile. Oui. Peut-être maintenant c'est plus facile, mais à l'époque c'était très difficile. Il n'y avait pas beaucoup de travail. D'accord. Les études, c'était pas facile. Ils continuaient. C'est vrai, les études en Pologne sont gratuites, mais il faut avoir l'argent à côté justement pour y vivre, pour payer le chambre, tout ce qui est à côté. Et c'est vrai qu'on n'avait pas suffisamment d'argent comme ça. Il y avait plein de petites choses. Et je me suis dit, ça va me coûter autant d'argent d'étudier en Pologne qu'en France. Pourquoi pas le faire en France? Surtout, tu étais déjà venue une fois, tu avais aimé? Oui, j'ai aimé. C'est souvent, je rentrais pendant les vacances pour être avec ma maman. Tu y allais de temps en temps quand même? Oui. Par contre, je connaissais pas du tout l'anglais. Tu connaissais pas du tout? Je parlais pas du tout français. D'accord, oui. Ça sera une question que je voulais te poser après. Voilà. Oui. Du coup, je suis arrivée. Je rigole parce que maintenant, quand je vois la tête de secrétaire, que j'arrive à l'université, je dis que je vais étudier, mais avec le dictionnaire. Oui. Ah oui. Elle dit, mais comment elle va étudier quoi, elle connaît même pas un seul mot en français. Après, je sais pas à cette époque-là, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent en France pour faire des années universitaires en France. Mais peut-être, je sais pas, ça c'était il y a 20 ans. Voilà. En fait, il fallait avoir déjà un certain niveau de français. Du coup, je commençais par apprendre cette langue-là. J'ai pris les cours dans une école un petit peu pendant quelques mois surtout pour démarrer avec la grand-mère, avec tout ça. Du coup, je lisais beaucoup de livres en français parce que c'est ça qui m'a aidé d'avoir le vocabulaire Et tu faisais comment? Tu traduisais au fur et à mesure que tu lisais, ou tant pis si tu comprenais pas les mots? En fait, je lisais des livres que je connaissais déjà. D'accord. Ou je lisais des livres pour les enfants. Oui. Je commençais par les livres pour les enfants, ensuite les livres de vraiment quelque chose de très basique, très facile. Au fur et à mesure, c'était beaucoup plus facile. Quand on commence à lire, on commence à comprendre comment la langue fonctionne. Donc tu allais à ces cours, tu entendais le français un petit peu autour de toi, dans tes oreilles, voilà. Plus tu as lu des livres de plus en plus faciles à de plus en plus difficiles. Tu t'es accroché quand même. Oui. Il fallait, parce que si je voudrais rester ici, si je voudrais étudier, il fallait le faire. J'avais une méthode, je parlais avec les gens dans le métro. D'accord. pour m'exercer, pour parler avec les différents gens. Mais c'était très sympa. Ça. Maintenant, je comprends qu'ils me regardaient un petit peu de travers. Mais j'avais envie de parler avec les différents gens. Alors, je parlais avec les gens dans le métro. C'était rigolo comme ça. Et avec le temps, j'ai appris le français et j'ai pu aller à l'université. Ok.
À quelle université? Je suis allée à Paris 8, à Paris-Saint-Denis. Et c'est une université de sciences, de lettres? En fait, il y a tout là-bas. Il y a tout. C'était une université qui est connue, qui accepte beaucoup des étrangers. Jusqu'à maintenant, il y a pas mal des étrangers. Et à l'époque, je choisis la psychologie. Ok. Ça m'a vraiment tenté de... Alors, est-ce qu'on revient un petit peu, pour pas aller trop loin, est-ce qu'on revient un petit peu sur les maths en Pologne? Oui. Oui, tu veux? Oui. Alors, parce que tu m'as dit, d'ailleurs, je vais dire comment moi j'ai connu, voilà, quand je t'ai connu, tu as fait une conférence donc dans je veux dire à l'association April, dont je fais partie. Donc à l'Assemblée Générale, voilà, il y avait des conférences et donc tu t'es proposé pour faire une conférence et donc nous étions déjà ravis de t'avoir à cette conférence. Et donc tu as présenté un programme, un langage informatique et donc voilà, c'est comme ça que la première fois je t'ai vue. Donc tu étais voilà, je sais pas si tu connaissais des personnes ou pas, ou quand tu es venue. Quand je suis venue, je connaissais personne. Voilà, tu connaissais personne, tu es arrivée, tu as parlé devant l'Assemblée, ça s'est super bien passé. Tu nous as expliqué donc ce langage de programmation. Là, on va voir que tu avais découvert. On va voir après. Donc voilà, c'est comme ça moi que je t'ai connue. Donc voilà, j'ai senti que tu aimais les maths, l'informatique, les sciences et tout ça. Donc après tu m'as raconté que en Pologne, donc quand tu étais jeune, tu aimais aussi les maths. Oui. Quand j'étais petite, depuis petite, j'aimais beaucoup les maths parce que le maths il suffisait vraiment comprendre pour bien y arriver. Et moi, vraiment, j'aimais bien ça. Et jusqu'à... en Pologne, c'est un système un petit peu différent. Jusqu'à 7e classe, c'est la classe de... quand on a on a à peu près 13 ans. D'accord, ouais. J'avais jamais de problème avec les maths. On avait une institutrice qui était vraiment formidable, Madame Dorota, qui était vraiment, c'était une femme formidable. Franchement, okay. Elle avait quelque chose. Et elle a vu ce potentiel en moi. Elle m'a dit, tu vas faire une olympiade, si tu veux, tu vas faire une olympiade de mathématiques. En pays communiste, en Pologne, et même jusqu'à maintenant, les olympiades, c'est très important. Ce sont les olympiades, ce sont les concours de savoir, de différentes sciences. Il y a les maths, il y a la biologie, il y a pour tout. Et si on gagne cet concours au niveau national, on peut avoir l'entrée à l'université. Ok. Et en plus, tout est payé, c'est un concours avec quelque chose à la clé. Et ce concours, oui, tu vas dans une... Très important. Tu vas dans une pièce et on te donne des exercices à faire et tu fais... comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est un petit peu comme bac. D'accord. Tu t'assois, on te donne un sujet. Il y a un sujet, il y a beaucoup de gens qui s'organisaient dans les grandes salles, dans les gymnases, C'était loin de chez toi? Ça dépendait en fait. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Okay. Et on s'assoit et on nous donne les sujets. Il y a différentes éliminations parce qu'il y a élimination dans la ville, ensuite dans la voïvodie. D'accord. Et ensuite nationale. Du coup, il y a 3 étapes. Et ça, c'est que en Pologne? Parce que j'ai jamais entendu ça. C'est en Pologne. J'ai entendu parler que c'est aussi dans l'autre pays, en Russie aussi. D'accord. Ça, j'ai entendu parler de quelqu'un qui venait de Russie. Il a très bien compris tout de suite. Là. Oui. C'est un petit peu comme Kangourou ici en France. Ah oui, mais c'est Kangourou, c'est pour les jeunes et c'est juste pour savoir le niveau, plus ou moins. C'est pas...
Mais c'est un petit peu l'idée vraiment de tirer. Et ça, avec cette dame, je me préparais pour ce concours-là. Entre-temps, elle a trouvé le travail beaucoup plus proche de chez elle. D'accord. Du coup, elle est partie de ton école. Elle est partie de mon école. Et il y avait une autre instituteur qui a repris les mathématiques. Et lui, il m'aimait pas du tout. C'était quelqu'un qui m'aimait pas. Et il a dit, non, tu ne vas pas faire ce concours. Il a choisi une autre personne. Alors ça, c'était horrible. Oui. C'est depuis un an que je me préparais pour avoir le niveau pour y aller. Et ça, c'était très dur pour moi. Et là, tu avais 14 ans, 13 ans, 14 ans, vers 14 ans. Vers 14 ans. Et du coup, je dis, mais si je ne peux pas faire cette olympiade de mathématiques, je vais faire d'autres olympiades. Et l'autre science que j'aimais beaucoup, c'était biologie. Du coup, je fais... Donc, tu as rebondi. C'était mon premier reconversion. oui, voilà. Parce que quand même, c'est quand même un coup dur. Quand on te dit, finalement, tu fais pas ça, alors que toi, t'es motivé. C'est quand même un coup dur. Et du coup, t'as fait autre chose. Je fais autre chose. Je fais olympiade en biologie et je suis allée pour moi c'était assez haut parce que c'était en Voïvodie. C'est vrai, ça commençait à être aussi l'époque où mon grand-père est mort et D'accord. moi je commençais à être malade. Du coup, avec tout ça, je pense les niveaux de Voïvodie, c'était déjà bien. Mais c'était vraiment... Tout à fait. Et du coup, ton grand-père est décédé, donc tu te retrouvais toute seule avec ta grand-mère. Oui. Voilà. Et ta grand-mère aussi pour s'occuper de la maison, de toi, de la vie, tout ça. Et c'est un coup dur quand même aussi. Oui. C'était pas évident. Non. Et donc là, du coup, tu as fait ces Olympiades de biologie, tu es arrivé là où tu es arrivé. Donc, et donc tu as continué, ça c'était un peu comme le lycée, ou collège, après, lycée. Oui, c'est le lycée. Le lycée, c'est 4 ans en Pologne. À l'époque, on finissait l'école de 8 ans. Parce que c'était l'école de 8 ans quand on est petit. Et à 15 ans, on passe un examen pour pouvoir aller au lycée. Et ensuite, on va on choisit le lycée qu'on veut. Et donc, c'était loin, le lycée, pour toi? C'était pas si loin, mais c'était dans la même ville. D'accord. Mais c'était 7 km de distance et il fallait prendre le bus. D'accord, il y avait un bus il y avait un bus qui passait une fois par heure ou pas. Ah, quand même, ouais. Donc tu prenais le matin avant d'y aller, tu rentrais, quoi. Ouais. Oui, du coup, en Pologne, il y avait aussi différentes sections. Il y a maths physique, biologie, chimie, il y a des langues, économie, il y a plein de filières comme ça. Mais du coup, comme je fais biologie, je me suis faufilée dans une filière biologie-chimie qui va être justement pour les futurs médecins, pour les futurs psychologues et tout ça. Et on a vraiment biologie-chimie qui est poussée vraiment à très très haut niveau. Ok. Et après, il fallait choisir pour le bac. En Pologne, c'est tout petit peu différent à l'époque parce qu'on choisit ce qui était obligatoire, c'est la langue polonaise, la langue étrangère. Et donc, tu avais étudié pas le français, hein, l'anglais, j'imagine, peut-être? C'était anglais et allemand. Ok. Donc, tu as appris l'allemand? Non. Non. J'avais l'allemand. D'accord. J'ai tout oublié. D'accord.
Oui, après, si on ne pratique pas aussi, bon. Je t'ai oublié, Oui. mais on n'était pas motivés Oui. d'apprendre allemand. Oui. J'ai appris plus le russe D'accord. à l'école primaire. D'ailleurs, en parlant de langue, tout à l'heure, j'ai oublié de te demander, c'était très dur pour quelqu'un qui parlait polonais, qui dans le langage donc polonais, d'apprendre le français? En fait, quand on est ici, c'est pas si dur. D'accord. Parce qu'on est obligé d'utiliser, on est entouré. Mais c'est vrai, le français n'est pas une langue facile. Bah, c'est pas une langue facile. Après, ça dépend aussi d'où tu viens. Si tu viens, je sais pas, si tu viens de l'Espagne, qui est plutôt un peu plus ressemblant, certainement. C'est peut-être plus facile. Enfin, voilà, c'est l'idée que je me fais. J'en sais rien parce que je suis pas passée par. Ça n'a pas été mon cas, mais. Oui, peut-être. C'est peut-être quand. Mais c'était pas la même famille de langues. Oui. C'était polonais, c'est langue slave. Français, c'est langue romaine. Oui. Du coup, c'est. Mais quand on y est, quand on compte y rester, quand on compte faire quelque chose, ça, il faut apprendre. Ouais. Ça. Et donc, comme tu nous disais, tu as dû, fini les maths, donc tu as quand même été en biologie, en sciences, en chimie. Ça s'est bien passé pour toi? Oui, le premier année, c'était vraiment catastrophique parce que j'ai dû la redoubler. Oui. Justement, quand je dis à cause des maladies, j'avais un petit tumeur qui... du coup, avec ça, j'avais le droit de passer à l'année suivante sans les examens, sans valider tous les matières. Tu avais dû t'absenter, parfois tu n'allais pas en cours? Peut-être plus de 6 mois d'absence, c'était beaucoup. Mais avec ma mère, on a décidé qu'il vaut mieux redoubler. Parce qu'il y a trop... Il vaut mieux de redoubler, il faut mieux de faire tout comme il faut, même si ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais du coup, je vais être beaucoup plus sereine. C'était la vérité. C'était beau. Ouais, c'était bien. Oui, c'était bien parce que sinon, il y avait tellement de retard si j'allais tout de suite. En deuxième année, ça pourrait être vraiment catastrophique. Et comme ça, moi, j'avais le temps de me préparer, de réapprendre des choses. Aussi, pendant un certain temps, j'allais vraiment chaque mois à l'hôpital pour vérifier si tout va bien. Du coup, il y avait aussi beaucoup d'absences pendant mon 12e première année. Oui, donc voilà. Ça t'a permis de finir. Mais ça m'a permis de finir sans avoir de lacunes. Voilà, et puis peut-être moins de stress, de pression pour aussi t'occuper de toi. Voilà. Oui, et après, pour passer le bac, je l'ai passé vraiment bien. Et je pense que je pourrais pas le faire sans ce temps supplémentaire. Oui. Alors, donc on va revenir à ton arrivée en France, et donc tu t'es inscrit à la faculté Paris 8, donc tu as dit en psychologie, c'est ça? Oui. Et alors, si tu veux bien, avant qu'on arrive à cette étape, on va peut-être écouter une musique. Alors, on va écouter la première musique. Alors, et cette première musique, elle est liée à un sujet de ta vie. On n'en a pas encore parlé, mais bon, vu qu'après la psychologie, on va en parler, ça va nous faire une petite introduction. Oui, donc, la chanson Autystyczny de Lux Torpeda. C'était une chanson qui a été écrite par un papa à son enfant, mais c'est écrit des points de vue de l'enfant, d'un garçon qui est autiste. Et il va avec son papa à la mer et il lui dit qu'il l'aime, mais sans les mots. C'est très touchant. Cette chanson est très, très touchante. Ok, alors nous allons écouter... Autystyczny de Lux Torpeda. Merci, parce que j'aurais pas été capable de prononcer.
sobie, trochę egoistycznie. Siedzę, nic nie robię, ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz, kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Na pierwszy rzut oka, nie widać, że kocham. Na pierwszy rzut oka, nie widać, że cię kocham. Cause commune 93.1. Alors, nous venons d'entendre. C'était le Autystyczny de Lux Torpeda. Merci. Et vous écoutez l'émission Chemin de Traverse. Et donc, je suis avec Eva Kadziolka. N'hésitez pas à participer à notre conversation en nous appelant au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web chat de la radio Cause Commune. Vous avez le bouton chat sur le bandeau du haut et vous pouvez poser vos questions. Alors, donc Eva, merci donc pour cette musique. Nous sommes arrivés où donc tu as finalement dit je vais saisir l'opportunité d'aller faire des études en France et pas en Pologne. Donc tu es resté jusqu'au bac en Pologne et tu as rejoint donc ta maman qui vivait donc en France. Oui. Et donc tu étais avec ta grand-mère et donc tu es venu en France, tu as commencé par apprendre le français, donc bravo. Donc avec beaucoup, tu t'es bien accroché à lire beaucoup, à parler, voilà. Et donc tu t'es inscrit à l'université Paris 8. Donc en quelle filière alors? Je me suis inscrite à la psychologie. Alors pourquoi la psychologie? C'était quelque chose qui me fascinait déjà. Ok. J'avais vraiment envie de le approfondir. Il y avait un moment où je pensais à la médecine, mais ça me semblait trop difficile. Ici en France, c'était trop. Il fallait encore. J'avais trop peur de physique, je pense. Parce qu'il faut vraiment approfondir la physique. Oui. C'était pas du tout mon... Oui. je n'aimais pas trop cette matière-là. Okay. J'ai vu aussi que c'est très difficile et je me suis dit, avec la langue et tout ça, les études qui sont trop longues, il y avait plein de choses et je me suis dit, psychologie, ça va être... Ça t'intéressait quand même? Ça m'intéressait, ça va être parfait. Et j'en ai déjà pensé, encore en Pologne, c'était quelque chose que j'ai envisagé très sérieusement. Et quand j'ai vu qu'il y a cette possibilité ici en France, je me suis dit, pourquoi pas? Il faut essayer. À l'université Paris 8, il y avait beaucoup d'étrangers, et ça me semblait beaucoup plus facile. Du coup, on était, les professeurs, ils avaient pas mal de patience de nous réexpliquer des choses, reprendre même les mots, parce que de temps en temps, on demandait ça veut dire quoi. Ouais. Mais comme ça, quand on étudie quelque chose dans une langue, on apprend encore plus vite la langue et tout ça. Du coup, je continuais jusqu'à ma licence. Donc tu es rentrée en première année de licence et donc tu as fait 3 ans de psychologie, c'est ça? Oui. Et alors, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la psychologie exactement dans cette licence? Comment dire? C'est vraiment... quand moi, je suis rentrée à l'université, je pensais que psychologie, c'est vraiment... On étudie beaucoup plus... comment dire...
comment aider les gens, en fait. Okay. Et quand je commençais à étudier, j'ai vu qu'il y a pas une seule psychologie, il y a plein de choses. Il y a psychologie sociale, il y a psychologie d'enfant, il y a psychologie clinique. Et c'est beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus le comportement humain. Et c'est beaucoup plus beaucoup plus terre à terre. On avait pas mal de neurosciences, on avait pas mal de choses qui sont liées à l'être humain et sa fonctionnement, pas nécessairement tout de suite les thérapies. Du coup, oui. C'était la première chose. Je me suis dit, oui, thérapie, c'est thérapie, et psychologie, c'est psychologie, c'est pas toujours la même chose. D'accord. Donc là, c'est une science que tu apprends. Oui. C'est une science un petit peu délicate parce que c'est à la limite des deux mondes, des sciences vraiment pures et dures, de biologie. Oui, sciences dures, des neurosciences et quelque chose qui est beaucoup plus philosophique, peut-être beaucoup plus les sciences humaines. Sciences humaines. Où on regarde l'homme un petit peu d'une autre manière. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions au sein de psychologie elle-même. Ok. Et donc, tu as fait ta licence, là, 3 ans ? Oui, et justement, pendant ma 3e année de licence, il y a un stage d'observation. Et ce stage, on a fait justement avec les enfants autistes. Ok. Et je suis tombée amoureuse des enfants autistes. Ça m'a fasciné cette spectre autistique. C'était vraiment quelque chose de tellement bizarre parce qu'on avait les enfants qu'on voyait presque pas, qui pourraient être autistes. Et il y avait les enfants qui étaient vraiment très atteints, qui avaient encore le retard mental. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est ni maladie, ni... On sait vraiment pas... Mais t'es arrivé quand même avec un bagage scientifique de 3 ans de psychologie. Donc t'avais quand même un regard aussi, tu pouvais voir les choses un peu différemment, comprendre. C'est comme si tu avais déjà un peu, peut-être pas la maladie de l'autisme, enfin je sais pas trop comment on dit, vraiment comprendre exactement ça, mais tu avais quand même une compréhension de neurosciences, de la psychologie, de l'enfant, d'observer. Enfin, tu avais quand même une démarche, tu arrivais pas en sachant rien du tout. Donc du coup c'est peut-être aussi le fait on est encore plus touché, moi j'imagine, quand on connaît un petit peu quelque chose, on comprend peut-être tu as appris le fonctionnement de la psychologie du cerveau, j'en sais rien, j'imagine, et tu te retrouves face à ces enfants, ces cerveaux-là, et c'est touchant, j'imagine. Oui, en plus d'être touché par les enfants eux-mêmes, mais rien que ça. Oui, parce que d'un côté, il y a cette théorie. La théorie, on apprend, il y a très d'autistique, ça veut dire que ce sont les enfants qui peuvent avoir les troubles de comportement, les troubles de communication, et les stéréotypies, ça veut dire certains mouvements qui se répètent. C'est l'ancienne définition. Et on est devant un enfant et c'est tellement, vraiment, il me manque des mots. C'est vraiment le spectre, parce qu'on pourrait avoir un enfant, j'aime pas dire bas niveau. J'aime pas, ça se dit comme ça, mais un enfant qui a beaucoup plus de difficultés,
de s'exprimer, de dire qui pourrait être hypersensible. Non, on n'a pas on n'arrive même pas à bien comprendre que, par exemple, certains stimuli d'environnement, pour nous qui sont normaux, pour eux, ça peut être ou trop ou pas assez. Et du coup, ils se comportent d'une telle manière, mais il y a toujours la raison pour ça, en fait. Et pour nous, ça semble, quand on regarde de côté, ça semble, ah oui, c'est bizarre, son comportement, mais en fait, ça a une raison. Et c'est vraiment ce qui est important de l'observer, l'enfant, ou l'adulte, observer la personne et essayer de comprendre. Quand elle a encore la parole, c'est un petit peu plus facile parce qu'on peut la demander, elle peut dire quelque chose. Mais de temps en temps, si c'est un enfant qui est en bas âge ou si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler, c'est vraiment beaucoup d'observation, beaucoup cet état d'être à l'écoute de cette personne. Parce que le fait qu'elle est autistique, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de raison de réagir de telle ou telle manière. Et c'est ça qui est vraiment... Et donc toi, tu es rentrée dans cet univers, comme tu dis, qui t'a beaucoup touchée. Donc tu étais là pendant combien de temps, enfin au démarrage, à ton stage de 3e année, c'est ça, de licence. Tu es allée plusieurs jours, donc. Oui, c'était il fallait faire 100 heures. Ok, 100 heures, je sais pas combien de temps ça représente vraiment un jour. Ça dépend parce que 3 semaines, à l'université. 3 semaines environ, ça fait. Ça dépendait, ça pourrait être. C'est pas 3 semaines d'affilée, mais en gros, ça représente 3 semaines. Oui. Du coup, je voudrais continuer donc là, ça t'a touché, tu t'es dit... Et pendant ce temps-là, donc, tu faisais tes études et donc tu étais contente, du coup, d'être venue en France. Tu regrettais pas ton choix? Oui, non. Et tu vivais chez ta maman? D'abord, oui, je vivais avec ma maman et son mari. Ensuite, je voudrais vivre toute seule. Et c'est à ce moment-là... Justement, je commençais à travailler vraiment un petit peu plus parce qu'il fallait payer. Voilà. Donc tu faisais des études et travaillais en même temps. Le loyer, et je commençais à travailler aussi avec les enfants autistes. Du coup, dans une association où on utilisait pour travailler avec les enfants, on utilisait ABA, c'est une analyse appliquée des comportements. C'est une méthode américaine justement c'est une approche behaviorale. Approche comment? Behaviorale. Ah, ça je comprends pas. En fait, c'est vraiment centré sur le comportement. Ok. Pour dire court, vraiment, ça veut dire que en changeant les conséquences d'un comportement ou les antécédents d'un comportement, on peut changer le comportement. Du coup, par exemple, si l'enfant il a le comportement qui est cherché, par exemple, on renforce encore plus, on lui donne des choses qu'il aime bien. Et s'il a un comportement qu'on veut pas qu'il répète, par exemple, il tape quelqu'un, on cherche le moyen de remplacer ce comportement par les conséquences, justement, si par exemple l'enfant j'avais le cri. Oui. On ne sait pas pourquoi il crie, mais par exemple, on lui apprend, par exemple, communiquer par les images. Ça prend du temps, moi. D'accord, j'imagine bien.
du coup, il peut montrer, mais D'accord, je comprends. Pourquoi, par exemple. Ouais. Il veut manger quelque chose, mais il n'arrive pas à le dire. On lui apprend de montrer des choses. Oui. C'est vraiment petit à petit. Et justement, on renforce beaucoup. On lui donne ça s'appelle des réponsateur, ce que l'enfant aime bien. Et ça part vraiment de tout. De petits bonbons jusqu'à aller au cinéma. Ça dépend du niveau de l'enfant et son âge, son comportement, ça de plein de choses. Mais du coup, il faut être très, très à l'écoute de cet enfant. Et toi, tu aimais beaucoup ça, donc voilà. Et être à l'écoute, t'occuper d'eux. Et tu trouvais que cette méthode ABA, là, de l'approche, alors Frédéric il m'a dit le mot que je n'avais pas compris, alors c'était un mot en anglais, en fait, behavior, voilà, et donc approche comportementale. Donc toi, ça t'a fait cette méthode, tu t'as trouvé ça bien? Je trouve que c'est assez bien. C'est peut-être pas pour tous les enfants parce que c'est pas une panacée à tout le monde. Il faut aussi la garder parce que cette méthode, si elle est bien faite, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours le superviseur qui va la garder. Qui va regarder un petit peu de côté, qu'est-ce qu'on fait. On est souvent filmé. Oui, parce ça, que il faut être... voilà. Parce que... Il faut se détacher aussi pour voir. Oui, il faut se voir soi-même. Ouais. Il faut corriger aussi, parce que nous aussi, en faisant... c'est surtout l'éducateur qui fait les erreurs. Oui. L'enfant, il réagit selon ce qu'on lui fournit. Du coup... il y a vraiment... il faut beaucoup de formation. D'accord. C'est surtout un superviseur qui doit avoir le bon diplôme et la bonne licence pour le faire. Nous, on avait vraiment, dans l'association où j'étais, on avait des formations régulières sur ça pour être toujours meilleur dans ce qu'on fait. Et donc, c'était des enfants? Des jeunes personnes? Moi, je travaillais surtout avec les enfants. Et ils dormaient là non, en fait, c'était une association où d'abord c'était Agir et vivre l'autisme. Ensuite, Saxe Paris. C'était les associations où on intervenait, ça dépendait, mais d'habitude on intervenait dans le lieu de vie de l'enfant. Ah oui, vous allez chez la famille, quoi. Oui. Okay. La plupart du temps. C'était pas avec tous les enfants. Oui. Mais ça arrive, quoi. Ça se fait, ouais. Je savais pas que ça se faisait. Parce que l'enfant, il vit dans la famille, il vit à l'école. On allait souvent à l'école aussi avec les enfants. On allait vraiment dans le lieu de vie, dans le centre de loisirs, là où, dans les crèches aussi, là où on avait besoin. Et tu as fait ça combien de temps? J'en ai fait ça plus 15 ans. Ok, ah oui. Oui. Mais je voudrais aller en avance, je voudrais finir les études, mais c'était un petit peu compliqué quand on travaille. Oui. Quand on travaille, c'est assez compliqué. Ça veut dire que tu voulais faire un master, c'est ça? Oui, je voudrais continuer. Je voudrais faire aussi master à Lille, justement. Ok. Qui est centré justement sur la méthode ABA. Et tu l'as fait? Non. Ça c'est pas fait. Oui, et donc tu as travaillé 15 ans, c'est ça que tu as dit? Oui, 15 ans dans les différentes associations. Donc à Paris, en région parisienne? Surtout dans la région parisienne. Oui. Et il y avait aussi, avec un enfant, je suis partie au Kazakhstan.
Ok. Et tous les deux ou comment ça se passe? Avec sa famille, en fait. Sa maman, elle tu les as accompagnés? Oui. Sa maman, elle a eu le poste d'un professeur à l'université de Nazarbayev. Ok. Et je suis partie là-bas. Et tu es restée combien de temps? Je suis restée plus de 6 mois. Ah oui. Là-bas, parce que mon rôle, c'était là-bas m'aider à l'enfant de transitionner de la langue française à la langue anglaise, parce qu'il passait... il allait dans une école américaine, QSA, American School of Astana. Et c'était une chose. Et mon rôle, c'était justement de faire passer d'une langue à l'autre. Et aussi de lui aider de trouver là-bas sur place quelqu'un qui pourrait s'occuper de montrer aussi un petit peu la méthode ABA, qui était pas très connue là-bas. Par contre, il y avait une association quand même, Green Pastors, c'était une association protestante où ils faisaient l'école selon les après-midi, selon la méthode Alors, donc, tu es partie 6 mois avec cette famille. Oui. Donc, accompagnée. Donc, cet enfant, j'imagine que tu étais attachée à cet enfant. Ah oui. C'était un des premiers enfants dont je m'occupais. Ok. Du coup. Et du coup, je suis... d'abord, je voulais pas trop partir là. C'était loin. Tu voulais pas trop partir, oui. Ouais. Je me suis dit, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui parle anglais, qui parle russe, qui parle français. Okay. Parce qu'au Kazakhstan, il y a 2 langues officielles, il y a le kazakh et le russe. Okay. Du coup, il fallait quelqu'un... D'accord. Donc finalement, toi, tu connaissais la méthode ABA, tu étudié psychologie. Voilà. C'était toi. Voilà. C'était moi. Toi. C'était pour toi. Ouais. C'était pas possible de trouver quelqu'un. Et ça, c'est vrai. Peut-être, je ne dis pas que c'était pas possible, c'était difficile. Voilà, il n'y aurait pas eu tout ce qui va ensemble avec parler anglais, russe, voilà. Il fallait vraiment, pour trouver quelqu'un qui fait tout à la fois, je pense que c'est un peu compliqué. C'était vraiment, t'étais, pour cette famille, c'était parfait, on va dire. Oui. Ouais. Du coup, je suis allée là-bas. Du coup, je redécouvrais encore un autre pays, une autre culture complètement différente. Et là-bas, tu as fait que t'occuper tu as vécu dans la famille, chez eux? Oui, pendant ces 6 mois, j'ai vécu avec eux. Ouais. Et je m'occupais de l'enfant. Et les après-midi, le week-end, je faisais ce que je voudrais. Du coup, je peux visiter un petit peu les alentours. Ok. M'exercer en russe. Oui, reprendre. Oui. Depuis le temps, surtout. Après les années françaises, t'as peut-être moins. C'était incroyable parce qu'à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus difficile, mais à l'époque, parce que j'utilisais vraiment, tous les jours, j'utilisais les 4 langues, polonais, français, anglais et russe, parce qu'on c'était toujours, je parlais avec c'était chaque jour, parce qu'il y a une grande communauté polonaise là-bas. Ok. Grande. Il y en avait plus, mais il y a quand même les gens. Il y a des Polonais et tout ça. Et du coup, maintenant, je me suis dit, j'ai essayé, c'est plus difficile hein, quand on s'exerce pas. De passer d'une langue à l'autre. Oui. Puis je sais pas si, peut-être en vieillissant et puis quand on fait beaucoup de choses. Je pense en ce moment, quand, par exemple, j'utilise beaucoup français, du coup, je pense en français. Oui. En polonais un petit peu, parce que de temps en temps, je lis en polonais, mais surtout en français. Et du coup, c'est la première langue qui... Ouais. En ce moment, voilà, parce que mais c'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut être le polonais en fonction des circonstances de la vie, quoi. En fait, ça dépend des situations. Si on apprend quelque chose dans une langue, je me rappelle dans ces langues-là. En fait. D'accord. Ok. C'est bizarre parce qu'il y a certaines choses, quand je me remémore ce qui s'est passé au Kazakhstan,
J'ai le mémoire en russe. Oui, d'accord, ouais. Ok, je comprends. C'est dans les Bien neurones, que je c'est dans le langage dans les neurones aussi. Oui, oui, parce que ça s'est passé en... Voilà. Les circonstances ont fait que ça s'est passé en russe. Alors, Donc en neurosciences, voilà, Oui. ça doit pouvoir s'expliquer. Oui. Et donc, alors on va un petit peu avancer parce qu'il est déjà 23h. Ah oui. Ouais, tu vois. Et donc voilà, tu as eu toute cette expérience donc avec voilà, la psychologie, voilà, ton travail donc avec les enfants ou les personnes autistes pendant de nombreuses années qui t'a plu, on va dire. Oui, c'était... Et bon, il y a eu un moment où tu as dû arrêter. Voilà. Et donc donc comment ça s'est passé? Tu t'es dit bon ben je vais faire quoi maintenant? Donc t'as cherché, c'est ça? Oui. Ouais. En fait, c'était un moment où j'avais de grands problèmes de dos. Quand on travaille avec les enfants autistes, c'est pas seulement le cerveau qui travaille, c'est aussi tout le corps. De temps en temps, il faut contenir l'enfant ou le porter ou même quand on fait pas ça, il faut être vraiment à la hauteur de l'enfant. Du coup, on est très courbé, on est... Je comprends. Et ça, quand on est jeune, on ne le voit pas. Mais au fur et à mesure, mon dos, il est... Oui, tu sentais que... Je pourrais plus faire comme ça, comme avant. Et je me suis dit qu'il faut faire d'autres choses. C'était le médecin qui m'a dit, en fait, il faut penser à d'autres choses. Ok. Parce que ça va peut-être s'aggraver aussi dans le futur. Voilà, ça pourrait s'aggraver. Je pourrais mettre aussi les enfants en danger parce que si je suis coincée, je fais un mauvais mouvement, je suis coincée et qu'est-ce que je fais si j'ai un enfant avec moi que je pourrais... Il y a les enfants où ça va, où je lui dis tu t'arrêtes, il va s'arrêter ou quelque chose. Mais s'il n'y a pas un enfant comme ça avec moi, il n'y aura pas d'autre éducateur. C'est... Donc petit à petit, du coup, ça, dans ta tête, tu t'es dit, voilà, il faut que... Tu as commencé à te faire à l'idée qu'il faut que tu vas changer... Qu'il faut, voilà, tu vas changer. Et donc, tu te dis, petit à petit, tu recherches, c'est ça? Tu fais des recherches? En fait, ça s'est passé un petit peu avant que je sache, avant que j'ai eu ces problèmes de dos. Il y avait un enfant, c'était un jeune de 16 ans. Ok. C'était un grand avec très bon niveau. Et lui, il a voulu apprendre à programmer. Ok. Moi, je connaissais rien. Et c'était en même temps, on lui a trouvé l'école de cuisine, CAP cuisine. Et lui, il a pleuré qu'il ne veut pas aller faire cette école parce que lui, il veut programmer, c'est l'ordinateur qui l'intéresse, il va programmer, il voulait même pas aller à cette école. Même pas entendre parler de... et on n'avait pas trop de choix parce que bien qu'il avait bon niveau, il était refusé par les lycées. C'était la seule école qu'il acceptait. On s'est dit, mais c'est pas possible. Il doit aller quelque part. Il peut pas perdre le temps comme ça. Je fais Paris avec lui. Parce que j'étais sa éducatrice. Paris, t'as dit Paris, hein? Paris. Oui. J'étais sa éducatrice principale. Et je lui dis, d'accord. On va faire comme ça. Moi, je vais t'apprendre à programmer et toi, tu vas à cette école-là. Ok. Et il m'a dit d'accord. Et mais je dis, mais comment je vais l'apprendre? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Je cherchais tout de suite sur Internet. Je trouvais le petit tutoriel sur YouTube. Je trouvais
Slack de Ladies of Code, c'était un meet-up. Les filles, elles m'ont dirigé regarde ici, peut-être ça pourrait être intéressant. Donc le Slack de Ladies of Code, c'est donc un genre de chat où tu peux discuter. Oui. Et donc Ladies of Code, ce sont des femmes qui programment, c'est ça? Les femmes, développeuses. Les développeuses. Voilà. Et donc tu as pu leur parler via cette application de chat qui s'appelle Slack. Voilà. Qui s'appelle Slack. C'était aussi le meet-up. Et quand je vis, tu as été dans les meet-up. Donc c'est des réunions entre développeuses. Voilà. Et je me suis dit... Là, tu es rentrée dans l'univers. Oui, je rentrais dans l'univers. Et je regardais et je me suis dit, mais c'est super, il y a plein de femmes dans la programmation. Il n'y avait que des femmes. Et c'est comme ça, mais c'est comme ça le petit qui était plus grand que moi. Oui. Il est allé dans cette école. Nous, on a fait avant une petite site internet sur son chien. D'accord. Vraiment HTML, CSS, oui. Un tout petit peu JS, ça marchait. JavaScript, il était tout content de le montrer devant tout le monde. Il avait sa première page. Alors toi, pour un peu accélérer les choses, tu t'es dit, l'informatique, c'est pas mal, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc en plus, tu avais vu ce groupe de femmes là, et ça t'a porté, du coup. Oui, ça m'a plu. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller dans ce voie-là? Donc c'est un enfant, un jeune garçon qui voulait le faire, et toi, tu lui as dit, tu voulais l'aider. Et finalement, après, toi, comme tu aimais quand même déjà à la base les maths, les sciences, c'était pas non plus contre ta nature. Non. Mais en fait, avant d'essayer, j'aurais même pas pensé. Ça serait la dernière chose à laquelle je pense. D'accord. Je penserais. C'était tellement loin de mes... Et donc, ça, c'était il y a combien de temps? Ça fait... je commençais ma reconversion il y a 5 ans, en fait. D'accord. Entre-temps, donc, parce qu'avec 2019-2020, quoi. Oui. Donc là, tu t'es dit, maintenant, je veux devenir développeuse, c'est ça? Oui. Je veux faire du code, moi aussi, comme je sais pas si on peut dire son prénom... au jeune homme, mais voilà, comme lui. Comme lui. Tu as voulu faire de la programmation, quoi. Tu t'es dit, ça t'a plu, c'est ça? Ok. Ça m'a plu. À lui, il était fasciné par la cuisine. Il a appris à cuisiner. Voilà. Parfait. Oui. Et donc, tu t'es dit, je vais me reconvertir. Donc, tu as fait des études? Du coup, d'abord, je commençais en comprenant mon arrêt de maladie parce que quand je fais une petite bootcamp un petit peu pour voir parce que c'est différent quand on fait avec un enfant, et différent quand on fait vraiment quelque chose de sérieusement. Professionnel, voilà. Professionnel. Du coup, c'était, je faisais le petit bootcamp. Ensuite, un bootcamp, donc c'est un genre de formation accélérée pendant quelques semaines. C'était 3 mois. 3 mois, voilà. Une formation accélérée en programmation pendant 3 mois. Pendant 3 mois, où c'était... On avait PHP un petit peu... D'accord, le langage de programmation. Les différents langages de programmation. Et ensuite, je me suis dit que ça m'appelait. Du coup, entre-temps, je me suis inscrite à Pôle emploi à l'époque. Oui. Et je demandais la formation dans ce sens-là. C'était un petit peu difficile parce que quand on a fait avec les enfants, la conseillère n'était pas très chaude pour... Ouais, il a fallu que tu te battes, que tu t'accroches. Oui, pour s'accrocher, que je veux le faire. Et je fais ma première formation de développeur web avec Connexion. Oui. Une école que je connais aussi, comme quoi le monde est petit. Oui, et c'était vraiment formidable parce que là-bas, c'était 5 mois très intensifs où on approfondissait le code. Et c'était toujours JavaScript. Donc c'est un langage de programmation essentiellement pour le web. Pour le web. Pour le site internet. Et c'était super parce que c'était front et le back.
Donc, le front et le back, voilà, c'est la programmation pour le site internet. Et avec ça, ensuite, je fais un stage dans un start-up Iroco où ils étaient très soucieux justement. Ils étaient en train de créer une boîte mail écologique et éthique. Ok. Et aussi soucieux de l'accessibilité. D'accessibilité, oui, Okay. C'est ça. Et donc, tu as trouvé ce stage, donc c'est bien, parce que c'est pas facile de trouver un stage dans le développement web. Et ensuite, après ça, je finis ce stage. Je voudrais trouver le travail, mais c'était pas toujours évident. Je me suis dit pourquoi pas continuer un petit peu pour avoir plus de des études. Des études, oui, plus de formation. Et je postulais à Simplon, mais vraiment. Simplon, c'est une école. C'est aussi une école. Ouais, une école qui apprend l'informatique. L'informatique. Et c'était un programme qui, je postulais à un autre programme où je me suis préparée avec tout. Pendant 3 jours, je préparais tout mon dossier. J'ai envoyé ce dossier et je regarde, il y a encore une formation qui est là, mais c'est minuit moins 20. Il faut envoyer tout dossier jusqu'à minuit. Oui. Je tout fait vraiment à l'arrache. Oui. Heureusement, j'ai préparé l'autre dossier parce que sinon, j'ai envoyé, c'était le partenariat. C'était une autre formation que tu as vue au dernier moment, c'est oui, ça? Oui, voilà. Je l'ai vue au dernier moment. C'était une formation aussi en alternance avec un partenariat de Société Générale. Ok. Et donc, finalement, tu as eu quoi alors? Du coup, j'ai eu on m'a accepté à cette formation que j'ai envoyée vraiment minuit moins 5. Ok. À la dernière. Comme quoi, il faut tenter sa chance. Oui. Mais bon, je dis ça, mais t'étais bien préparée, parce que tu avais bien fait ton dossier, tu savais exactement ce qu'il fallait faire. Ça faisait des mois que tu te préparais quand même. Ouais. Oui, c'était. J'avais tout était préparé, mais quand même c'était pour une autre formation. Du coup, j'ai adapté. Il y avait des questions qu'il fallait. T'as réussi à être réactive. C'était vraiment. Je rigolais parce que c'était. Je croyais pas. Et ça, tu l'as fini cette formation? Ça a duré 1 an, c'est ça? Ça a duré presque 2 ans. Presque 2 ans. Okay. Où on a eu d'abord une formation très intensive surtout de Java. Ok, donc c'est un langage informatique. Informatique qui est quand même assez programmation. compliqué. Quand même assez compliqué, tout à fait. Et donc maintenant, tu es développeuse. Oui, maintenant j'ai mon diplôme en RCP, concepteur développeur d'applications web. Ok, super. Et donc là, maintenant, tu es contente? Tu te sens dans ton élément? Oui, je suis très très contente. En ce moment, je suis justement toujours à la recherche de travail, mais je suis très contente de pouvoir de réussir cette conversion. Ouais. Parce que c'est pas évident d'un monde complètement différent de psychologie des enfants autistes jusqu'à programmation et travailler. Je travaillais pendant 2 ans dans une grande banque quand même. Oui. Donc dans ton stage là, avec l'école, Société Générale. Société Générale, où c'était vraiment génial. J'avais un manager formidable et les collègues qui étaient toujours très ouverts. Et tout ça. Franchement, c'était... Super. C'était vraiment très très bien. Je peux dire que de bonnes choses. Oui. C'était difficile. Je ne veux pas dire que c'était pas difficile. C'était difficile. Au début, quand je débarquais, il y avait un moment où je dis mais qu'est-ce que je fais là? Oui. Mais tu t'es accroché. Tu t'es dit bon on verra bien. Ouais.
Oui, c'était même mais ça s'est très très bien passé. Qu'est-ce que tu fais là parce que c'était pas facile? C'était pourquoi? C'était pas facile. Il y avait, on a déjà on avait un ordinateur et c'était un nouveau sécurité qui était mis sur cet ordinateur-là. Une sécurité, ok. Et du coup, il fallait le faire marcher, mais notre code, ils ont expiré. Okay. Entre-temps, du coup, il fallait demander les codes, il fallait installer tout l'environnement, mais qui ne marche pas très bien avec la nouvelle sécurité. Et nous, on t'as dû te débrouiller, quoi. Oui, ça t'a appris le métier, ceci dit, comme ça. Oui. C'est avec ces problèmes, ça permet d'apprendre à les résoudre et d'apprendre encore mieux le système informatique et tout ça. Et de refaire aussi la documentation, parce qu'on avait documentation, mais qui était pour ancienne sécurité. Ouais. Et on nous a dit, comme ça, on était 3 de simplants qu'on était. D'accord. 3 étudiants. Oui, heureusement qu'on était. Ouais. Oui. Parce que si j'étais toute seule, ça serait difficile. Mais on a réussi. L'ordinateur a marché. Ouais. Et donc, pendant tout ce parcours que tu as vécu depuis ton enfance en Pologne, la fin de ce problème de guerre et de restrictions, ton arrivée en France, tout ça, tu nous m'as dit que tu as été inspiré par des personnes, il y a des personnes qui t'ont touché, il y a des choses qui t'ont inspiré, tu peux nous en dire il y a tellement de personnes. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui t'a beaucoup inspiré, beaucoup touché? Mais aujourd'hui, je voudrais parler, parce que je pensais à beaucoup de personnes. Franchement, pour choisir, c'était aussi très difficile. Oui, là, tout ce qu'on dit ce soir, on ne pourra pas tout dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est... Donc là, je dis qu'Eva est arrivée avec plein de livres, parce que voilà, elle adore les livres. Donc elle en a beaucoup chez elle, et là, elle en a ramené sur le plateau. La personne qui m'a beaucoup inspirée et beaucoup aidée dans toutes ces difficultés dans la vie, c'était Viktor Frankl. Ok. C'était une... psychiatre autrichien d'origine juive, que lui, il a travaillé surtout sur la thérapie qui s'appelait logothérapie. Qui s'appelle comment? Logothérapie. C'est la thérapie par les sens. Ok. Je prends le livre pour voir le nom de la personne. Ok. Et le premier livre que je lis de Viktor Frankl, c'était découvrir un sens à sa vie. Okay. C'est tout son témoignage parce qu'il était médecin, il était juif. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était envoyé à un camp de concentration à Auschwitz, à 3-4 d'autres camps de concentration, avec sa femme et toute sa famille. Et lui, il a trouvé, vraiment, il montre comment trouver le sens à la vie. Et c'est très émouvant. Okay. Quand je me rappelle son livre, il a écrit beaucoup de livres quand il est arrivé. Déjà, à Vienne, on lui a confié de prévenir le suicide chez les jeunes. Okay. C'était la première chose qu'il devrait faire. Et il a commencé justement à observer ces jeunes et se dire pourquoi ils se suicident. Et il a dit c'est parce qu'ils ne voient pas le sens à leur vie. Et il se dit que lui, comme psychiatre, il devrait être comme un ophtalmologue, un petit peu, de aider à ces jeunes à redécouvrir leur sens de la vie, parce que chacun a sa raison de vivre.
c'était déjà les prémices de son travail. Et il commençait à écrire le livre Le médecin et l'âme. Il y avait la guerre qui éclatait. Lui, il était pris... Ça, c'était avant les camps de concentration, tout ça. Oui. D'accord. Il avait déjà donc toutes ces idées. Toutes ces idées, il a commencé. Voilà. Il a commencé. Il avait la possibilité aussi d'avoir le visa et s'échapper en Amérique, parce qu'il était déjà assez connu à l'époque, mais il a décidé de rester avec ses parents et sa femme, de ne pas les laisser. Ok. Oui. Il a décidé de rester pour. Et pourquoi ça t'a beaucoup touché? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi ça m'a beaucoup touché? Parce que aucun de ses patients, parce que dans le camp de concentration, il a toujours travaillé avec les gens. Et aucun de ses patients n'a jamais, il ne s'est jamais suicidé. Ok. Vraiment, ils ont redécouvert, il était capable, grâce à lui, de redécouvrir le sens à la vie, malgré la souffrance qu'on n'imagine même pas. Oui. Et toi, ça t'a aussi donné un sens à ta vie? Oui, ça m'a. Je l'ai senti. Viktor Frankl, justement, il disait, surtout quand on travaille avec les personnes handicapées, il a dit qu'il y a dans un être humain, il y a ce nous qu'on peut appeler en français esprit. C'est quelque chose qui est inaliénable. Ok, oui. Chose qu'on peut pas qu'on peut manipuler et qui est toujours en bonne santé et qui fait de nous qu'on est des êtres humains. Il raconte même cette anecdote quand il était dans un camp de concentration et un des SS-man essayait de le battre, il s'acharnait sur lui. Et à ce moment-là, il a réussi Viktor Frankl, il a réussi à se reconnecter justement à ce nous, à ce qui fait de lui un être humain, en fait, un homme, une personne. Et quand il a regardé, à ce moment-là, quand il a regardé son bureau, cet SS-man qui les battait, l'autre, il s'est arrêté parce qu'il a aussi vu quelque chose dans les yeux, dans la manière de se tenir. C'est extrêmement touchant parce que justement avec les enfants autistes, on voit pas mal de choses avec les personnes handicapées, parce que je travaille aussi avec des personnes polyhandicapées, tout ça. Et c'est extrêmement... Je sais pas, c'est très touchant parce que c'est au fond des souffrances. Lui, il a dit que ce qui lui a tenu à la vie, c'est le fait d'aimer sa femme. Deuxième chose, c'était son travail, qui même dans les camps de concentration, il était en train de réécrire son livre parce qu'on lui a tout repris. Il restait tout nu. Et son livre, elle était perdue, et du coup, il a réécrit son livre dans les camps de concentration. Et troisième chose, c'est donner ce sens à la souffrance, qu'il y a quelque chose au-delà. Alors là, nous avons Eva qui est très émue. Merci Eva de partager cela avec nous. Donc j'ai le livre entre mes mains là, c'est Viktor Frankl. Donc on mettra sur le site Cause Commune à la page Chemin de Traverse numéro 33 avec Eva donc les références du livre. Donc là c'est un des livres que tu as apporté ce soir. Merci beaucoup Eva. Donc
Merci pour tes traversées, pour nous avoir. On n'a pas beaucoup parlé de tout ce qu'on avait voulu, mais il nous faudra encore une autre émission. En tout cas, c'était très très intéressant ton parcours, de tout ce que tu nous as transmis. Merci beaucoup d'être venu. Merci. J'espère que tu te sens bien, que c'était bien une émission de radio. Oui, c'était super. C'est quelque chose de nouveau. Oui. J'ai jamais fait ça. Voilà. J'aime bien faire de nouvelles choses. Exactement. De les découvrir. Oui. En tout cas, on était très contents d'avoir découvert avec toi et d'avoir découvert tout ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup de ce que tu nous as apporté. Alors, donc, l'émission se termine avec le générique de fin. Donc Chemin de Traverse, voilà, c'était ce soir et c'est en direct tous les mercredis soirs à 22h et donc l'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Frédéric et donc on est sur Cause Commune et c'est vrai que c'est assez émouvant, moi aussi même. Voilà, tout ce que nous a raconté Eva Kadziolka. Donc la semaine prochaine, on sera mercredi 4 juin et il sera donc mercredi 4 juin à 22h. Donc nous aurons une invitée, une dame, une jeune femme, on verra, qui s'appelle Domiti de Lamberterie, donc aussi appelée Miti. Donc je recevrai sur ce plateau donc mercredi 4 juin. Donc elle est chanteuse, compositrice, productrice et productrice du podcast Sister of Sounds. Donc Sister of Sounds, donc je vous recommande, j'ai commencé à écouter et c'est très intéressant. Donc merci d'avoir écouté l'émission et n'hésitez pas à faire des retours sur le formulaire de contact qui est sur la page internet de l'émission, sur le site de la radio, la page internet de l'émission Chemin de Traverse, sur causecommune.fm et vous retrouverez donc l'émission de ce soir avec toutes les références. Voilà, et Eva avait aussi amené d'autres livres qu'il n'y avait plus, on les mettra aussi, voilà, vous les découvrirez. Alors on espère que cette émission vous a touché et si c'est le cas, il va y avoir le podcast d'ici peut-être 2 jours ou un jour, je sais pas, sur la page de l'émission, vous pourrez réécouter donc l'émission ou la partager avec des personnes en disant vas-y écoute. Voilà, donc on se donne rendez-vous donc mercredi 4 juin à 22h avec Miti et donc je vous dis salut et solidarité.